Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Qui sera le prochain président du Nigeria? La campagne pour l'élection de samedi a pris fin ce jeudi. 2 candidats se démarquent. Leur profil dans ce journal. En Guinée, la question d'un éventuel 3e mandat pour Alpha Condé fait débat et la société civile qui s'en inquiète a décidé d'organiser des consultations nationales. Le risque d'une paralysie des administrations ici aux États-Unis s'écarte. Un projet de loi dans ce sens doit être voté ce jeudi par les 2 chambres du Congrès. Bonsoir. La campagne pour la présidentielle au Nigeria prend fin ce jeudi. Et c'est justement le jour que les vengeurs du delta du Niger, des militants qui luttent pour l'amélioration des conditions de vie des populations des régions pétrolifères du sud du pays, ont choisi pour rendre publique leur menace de s'en prendre à la production pétrolifère nigériane si Muhammadu Buhari, actuel chef d'État, est réélu lors du scrutin présidentiel de samedi. Les militants du groupe disent préférer une victoire d'Atiku Abubakar, le principal concurrent de Muhammadu Buhari à la présidentielle du 16 février. On l'aura compris, l'élection présidentielle de samedi se joue donc entre 2 géants de la politique qui se livrent une bataille autour des questions telles que la corruption, le terrorisme, la pauvreté. Voici le reportage d'Anita Powell, le récit est de Blanche Sano. 2 poids lourds se disputent la plus haute fonction de la plus grande économie d'Afrique, le Nigeria. Le président sortant Muhammadu Buhari, âgé de 76 ans, a accédé au pouvoir en 2015. Son adversaire, Atiku Abubakar, ancien vice-président et homme d'affaires âgé de 72 ans, tente depuis ces 25 dernières années d'accéder à la présidence. Ces 2 routiers dans la course électorale sont en politique depuis des décennies. À eux 2, ils ont failli se présenter à la présidentielle au moins 10 fois. Durant leur campagne électorale, les 2 hommes ont insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité dans la lutte contre les militants islamistes dans le nord et de préserver la diversité économique pour mettre fin à la dépendance du pétrole. Bien que leurs propos sur la question cruciale, la corruption, soient similaires, leur réputation diffère. Dans une interview avec la VOA, Buhari reconnaît que la corruption n'a pas été totalement éliminée dans son pays. Oui, il y aura toujours des gens qui seront prêts à offrir des pots de vin. Mais nous estimons que c'est comme une opération militaire. Celui qui se fait prendre en train d'accepter des pots de vin sera forcément châtié. Pour sa part, Atiku Abubakar fait face à des accusations de corruption qu'il a rapidement démenties lors d'un entretien avec la VOA. Il a par ailleurs annoncé son intention d'adopter une approche intransigeante sur la question. Vous devez simplement renforcer les lois et vous assurer que les coupables n'échappent pas au processus de la justice et aussi veiller à ce que les personnes accusées de corruption soient jugées très rapidement. Certains analystes prédisent une course présidentielle serrée et les électeurs devraient également considérer les problèmes de santé très médiatisés de Buhari. Dans tous les cas, la décision revient aux Nigérians qui voteront le 16 février. Alors que la campagne présidentielle s'achève ce jeudi, on le disait au Nigeria, nous vous proposons l'avant-dernier épisode de notre série « Nous, Nigérians » consacrée à ce scrutin de samedi qui captive l'attention de nombreux Nigérians. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de Awal Umar Othman, 39 ans, fonctionnaire, marié et père de 2 enfants. Nous l'avons rencontré à Abuja. En tant que Nigérian, quand je me réveille après la prière du matin, j'écoute la radio, je fais souvent de l'exercice physique.
Puis je me prépare pour aller au travail. Quand j'arrive au bureau, après le petit déjeuner, je mets mon ordinateur en marche et je vérifie qu'il n'y a pas d'instance urgente. Ensuite, je fais quelques saisies sur l'ordinateur et s'il y a quelque chose de nouveau, je fais ce qui est en mon pouvoir pour apporter ma contribution au pays et au ministère du Développement. Honnêtement, je pense que ce qui me préoccupe toujours, ce sont les jeunes qui représentent le plus gros défi au Nigeria. Les jeunes n'ont pas d'orientation. Moi, par exemple, depuis environ l'âge de 16 ans, je sais que même si vous avez 100 ans, ce que vous ne faites pas faire à votre enfant, je ne le ferai pas pour vous. Vous ne me donnerez pas d'argent pour être un voyou politique. Je ne veux pas que les gens parlent de moi négativement. Honnêtement, en tant que Nigérian, je ne suis pas content de ce qui se passe maintenant. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'aujourd'hui au Nigeria, si Dieu donne à quelqu'un une position de leadership, sa seule priorité, c'est de voler de l'argent pour lui-même et ses enfants. Cela me fait souvent penser à mon défunt père, que Dieu lui fasse miséricorde. Il me disait qu'il ne laisserait rien si ce n'est une bonne éducation et une bonne formation. Si vous considérez ces choses, elles vous suffisent dans cette vie. En tant que président du Nigeria, c'est un grand pays avec beaucoup d'habitants. La première chose que j'assurerai, c'est la paix. C'est la première chose. Et s'il n'y a pas de paix, rien ne fonctionne. Mais une fois qu'il y a la paix, il y a tout. Tout d'abord, l'honnêteté, la loyauté, le patriotisme. C'est ce que je recherche dans chaque leader. Parce que si vous êtes patriote, si vous pouvez donner votre vie pour votre pays, alors tout est possible. Et tout le monde aurait peur de toucher à votre pays, car vous êtes président. Et tout à côté, au Cameroun, 151 personnes ont été inculpées depuis mercredi à Yaoundé pour hostilité contre la patrie et insurrection, dont le principal opposant, Maurice Kamto. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le vice-président de son parti, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. La plupart des inculpés ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. L'hostilité contre la patrie est théoriquement passible de la peine de mort, toujours en vigueur au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. En Guinée, le président Alpha Condé envisage-t-il un troisième mandat à la tête du pays? Difficile de le savoir, mais une chose est sûre, le flou sur cette question est très bien entretenu. Et cela dérange la société civile qui a décidé de réagir. Pour sauvegarder les acquis démocratiques, les organisations de la société civile ont en effet choisi de lancer des consultations nationales. Les précisions à Conakry de notre correspondant Zakaria Kamara. Les forces sociales regroupent plusieurs organisations de la société civile guinéenne. C'est en réaction aux discours et actions qu'elles considèrent comme des soutiens à un projet de rédaction de la nouvelle constitution que les membres ont lancé mercredi à Conakry des consultations nationales. Compte tenu de notre responsabilité sociétale, nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de consulter toutes les entités sociales, politiques, syndicales, universitaires et la classe d'élite guinéenne
pour les demander leur point de vue face à ces dérives que nous qualifions au niveau des forces sociales d'une dérive dictatoriale qui consiste à modifier la constitution guinéenne afin de pérenniser un individu et un système au pouvoir. Dans un communiqué, les forces sociales justifient ces consultations par une volonté de sauver la Guinée des conséquences imprévisibles du recul démocratique. Dans les rues de la capitale, chacun y va de son commentaire. Honnêtement, pour moi, cette concertation-là, cette consultation, c'est inutile. Ça n'a pas de sens. Nous avons des textes de loi, nous avons une constitution. Je pense que c'est une très bonne idée, dans la mesure où le président lui-même a demandé à ce que la population essaie de voir si toutefois il doit être réélu au troisième mandat. Selon Souleymane Keita, conseiller du président Alpha Condé, chaque Guinéen a le droit de se faire entendre, mais le dernier mot revient à la majorité. Les forces sociales entendent aussi éviter à la Guinée une dérive autoritaire et d'éventuels troubles sociaux, selon les mots de son porte-parole. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Au Niger, les recherches se poursuivaient ce jeudi pour retrouver les corps d'au moins 40 personnes victimes du naufrage de leur pirogue hier. L'accident est survenu près du village nigérian de Ouna lorsqu'une barque surchargée en provenance de l'île béninoise de Gorou-Berry avec à son bord une centaine de passagers a coulé à la suite d'un coup de vent. Un responsable de la gendarmerie du Niger a précisé à la radio publique nigérienne que le naufrage du bateau était survenu à quelques 200 mètres de sa destination. Quelques 60 autres personnes ont pu être sauvées du naufrage, selon des sources. Et c'est l'heure de d'autres segments consacrés donc à l'Amérique aujourd'hui, consacrés à l'actualité ici aux États-Unis. Et Abdourahmane Dia nous a rejoint. Bonsoir Abdourahmane et bienvenue. Bonsoir John. Alors vous parlez ce jeudi des deux chambres du Congrès qui doivent voter un budget qui va permettre de financer le gouvernement jusqu'au mois de septembre. Le président Trump devra ensuite signer le texte voté d'ici demain pour éviter une nouvelle paralysie des administrations fédérales. Tout à fait, John. Donc, le Sénat est en ce moment en train de débattre de la question. Il s'agit d'un document de 1164 pages, donc, qui est soumis à l'approbation des parlementaires, des sénateurs d'abord. Puis, plus tard dans la soirée, ce sera au tour des représentants donc, qui sont à la Chambre des représentants, avant que le texte n'aboutisse au niveau de la présidence, donc au niveau de Donald Trump, qui n'a pas d'ailleurs encore dit s'il allait signer le document ou pas, même s'il a indiqué qu'il était hors de question de faire un autre shutdown. Et pour ce qui est de l'immigration, qui est l'un des points de discorde, voici ce qui est prévu. Par exemple, le budget prévoit 1,375 milliard pour des barrières en acier ou des réparations de barrières déjà existantes. Il y a également 564 millions pour améliorer les inspections dans les ports et aéroports. Et puis il y a 100 millions de dollars pour la technologie et 414 millions pour l'assistance humanitaire à la frontière mexicaine. Et puis, John, il y a le recrutement de 75 juges de l'immigration qui est donc prévu. Et l'autre actualité, toujours ici aux États-Unis, c'est bien le premier anniversaire de la fusillade survenue il y a un an dans un lycée de Parkland, en Floride. Qu'en dit-on? Effectivement, John, vous avez parfaitement raison. C'est un triste anniversaire pour les habitants de Floride. 17 familles ne pourront pas fêter comme le reste du monde cette fête donc, de Saint-Valentin. Ils vont se rappeler de ces 17 victimes donc, qui ont été tuées il y a un an, un massacre qui avait d'ailleurs relancé le débat sur le contrôle des armes à feu. Et il y a eu plusieurs fusillades, malheureusement, depuis lors, à travers le pays. Et ce matin, dans un communiqué, le président Donald Trump a promis de tout faire pour, disons, contenir les massacres au niveau des écoles. Merci, Abdourahmane Dia. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. En RDC, une épidémie dont on parle moins, mais qui pourtant fait des morts, c'est celle de la rougeole. Nous en parlons dans notre segment consacré à la santé. Il faut sauver les insectes. Le plus gros groupe d'animaux de la planète est en danger. C'est ce que révèle un rapport. Une vraie catastrophe pour l'humanité. Et dans ce journal, nous évoquerons également la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et nous sommes jeudi, l'heure de notre rendez-vous santé avec Mohamedou Oumfa. Mohamedou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John. Nous parlons de la rougeole qui sévit en République démocratique du Congo. Rien que pour le mois de janvier 2019, l'on signale plus de 7000 cas de maladie. Oui John, 7125 cas pour être plus précis selon les chiffres rendus publics par la coordination humanitaire de la mission de l'ONU en RDC. Et dans son compte rendu de l'actualité du 13 février, la MONUSCO note que ces femmelés de rougeole ont lieu dans 2 provinces du sud-est du pays, à savoir le Haut-Lomami et le Lualaba. La mission onusienne parle d'au moins 137 morts depuis le début de l'épidémie. Et il faut dire, John, qu'au-delà de la RDC, le contexte international montre bien qu'il y a une résurgence de la maladie. L'OMS a alerté ce jeudi une flambée de rougeole dans le monde avec un bond d'environ 50% des cas signalés en 2018 par rapport à l'année 2017. Toutes les régions ont vu une hausse des cas l'année dernière. Selon Katrina Kesnitger, la responsable médicale du programme élargi de vaccination de l'OMS, citant les épidémies en Ukraine, en Madagascar, en République démocratique du Congo, au Tchad et en Sierra Leone. Et puis les autorités, toujours en RDC donc, provinciales, en charge de la santé, qui indiquent que plus de 8 décès sur 10 sont des enfants de moins de 5 ans. Pourquoi les enfants sont-ils les plus visés ? Effectivement, John, dans la catégorie des personnes à risque, il y a les jeunes enfants non vaccinés, les femmes enceintes qui ne sont pas vaccinées courent également un risque et toutes les personnes qui ne sont pas immunisées, qui n'ont jamais été vaccinées ou qui n'ont jamais contracté la maladie sont susceptibles d'être infectées. Alors, pourquoi précisément les enfants de moins de 5 ans? Voici la réponse du docteur Max Malembi, il est pédiatre à Kinshasa. Quand ils naissent, ils ont encore les anticorps de leur maman. Parce que quand ils sont dans le ventre, ils partagent tout avec la maman. Même les anticorps de la maman passent chez l'enfant qui les a. Après, quand il sort, il garde encore pendant un temps, disons environ 6 mois, ces anticorps-là qui le protègent contre beaucoup de maladies, notamment des maladies virales, comme la rougeole. Et pas seulement la rougeole, mais toutes les autres maladies. Et après ça, après 6 mois, le temps qu'il se débarrasse des anticorps de sa mère, il doit fabriquer ses propres anticorps. Alors, quand il les fabrique, ces anticorps ne sont pas directement aussi bien développés, bien matures comme chez l'adulte. Donc, il y a la fabrication et puis il y a la maturation, disons, le fait qu'ils deviennent assez efficaces. Et là, ça peut prendre du temps, jusqu'autour de 5 ans. Pour qu'ils mettent en place un bon système de défense assez développé. Merci au docteur Max Malembi pour ces explications. Alors pour finir, Mohamedou, comment comprendre ces flambées de rougeole et que préconisent les experts? Alors John, selon les experts, la résurgence de l'épidémie est due à divers facteurs, parmi lesquels la faible couverture vaccinale, la mobilité des personnes qui se déplacent vers les zones non affectées, l'inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état des routes et la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Alors à l'échelle mondiale, il faut dire, John, que l'OMS pense que la principale raison réside dans le fait que les enfants ont le plus besoin, qui ont le plus besoin de vaccins n'y ont pas accès. Il y a aussi une hausse du nombre d'États fragiles, des urgences sanitaires, des déplacés et des réfugiés dans le monde. Alors, que préconisent les experts? Selon l'OMS, la vaccination systématique des enfants contre la rougeole, associée à des campagnes de vaccination de masse
dans les pays où le taux de morbidité et de mortalité sont élevés sont des stratégies de santé publique les plus efficaces pour réduire le nombre de décès de la rougeole dans le monde. Et la preuve, John, c'est qu'entre 2000 et 2016, l'OMS estime qu'environ 20 millions de personnes ont évité des décès grâce à la vaccination anti-rougeoleuse. On retient donc, Mohamedou, qu'il faut se faire vacciner. Merci d'avoir été là. Vous restez avec nous. On va parler de tout à fait autre chose qui menace l'humanité. Les insectes constituent le plus gros groupe d'animaux de la planète. Ils participent à plusieurs processus qui permettent la vie sur Terre. Un nouveau rapport suggère qu'ils sont en train de disparaître, ce qui peut être catastrophique, surtout que les hommes, de plus en plus, se nourrissent d'insectes. Le point avec Gabi Dorsil. Plus de 70 études sur les insectes suggèrent que les pressions humaines font chuter les populations d'insectes d'environ un quart par décennie. Certains de mes collègues l'ont comparé à jouer au Jenga. Vous savez, vous déplacez des blocs de la tour Jenga et tout semble aller pour le mieux. Puis vous enlevez un bloc et tout dégringole. La perte des espèces, c'est une pareille catastrophe car nous ne savons pas ce que font ces blocs et nous ne savons pas que d'autres espèces en dépendent. Les insectes sont les créatures les plus nombreuses et les plus variées sur Terre. Ils représentent plus de la moitié de tous les organismes vivants sur la planète. Ils rendent la vie sur Terre possible à bien des égards. Par exemple, les abeilles et les papillons participent à la pollinisation des fleurs et de nos arbres. Ils nourrissent toutes sortes d'animaux et également les humains. Et les insectes jouent un rôle essentiel dans la décomposition de matières organiques, des feuilles et même des cadavres. Ils disparaissent à cause de l'activité de l'homme, l'agriculture industrielle, l'utilisation des pesticides et la pollution. Pour un grand nombre des produits que nous mangeons, le transport du pollen a été effectué par des insectes. Imaginez un monde où ce processus n'a pas lieu, où nous devons faire le transfert du pollen à la main. Vous imaginez le coût astronomique parce que les insectes ne sont pas là pour faire le travail gratuitement. Si vous parlez de culture vivrière, essayez simplement d'imaginer l'ampleur des dégâts. Toutes ces études ont été menées dans des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les chercheurs n'ont pas les données pour recenser et répertorier toutes les espèces d'insectes dans les régions tropicales. Ils prédisent tout de même que toutes les espèces pourraient disparaître d'ici un siècle. À présent, parlons de panthères, ou mieux, de panthères noires. En effet, pour la première fois depuis 1909, cette espèce en voie de disparition a pu être photographiée à Nairobi, au Kenya. Ceci grâce à un système d'appareils avec capteurs mis en place dans le centre du pays. L'on doit ces images aux chercheurs du zoo de San Diego qui étudiaient les léopards dans la réserve kenyane de Loisaba Wildlife et du travail d'un photographe indépendant. La dernière apparition d'une panthère noire remonte à une photo prise à Addis Abeba en 1909 et actuellement conservée au Musée d'histoire nationale aux États-Unis. Ici, au Kenya, un léopard noir captif avait été photographié en 2013, tandis que d'autres images prises depuis un hélicoptère avaient circulé en 2008. Et Yacouba Ouedraogo est là pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Le Sénégal a rejoint le Mali en finale de la CAN des moins de 20 ans. Pour la troisième fois d'affilée, les Lions juniors de la Teranga vont disputer la finale de cette compétition. Hier, les Lionceaux ont validé leur billet en écartant l'Afrique du Sud 1-0 en demi-finale au stade Sénou Kountché de Niamey. Dominateurs, les poulains de Youssouf Dabo ont attendu la toute fin de match pour prendre les devants. En profitant d'un but contre son camp de Guy-Mort coupé à la 78e, les Sénégalais affronteront dimanche en finale leurs voisins maliens, tombeurs des Nigérians au tir au but lors de la première demi-finale. Justement, le sélectionneur des Lionceaux de la Teranga le reconnaît, ça a été quand même le match le plus compliqué jusque-là. Suivez.
Depuis le début du tournoi, ça a été le match le plus compliqué pour nous. D'abord parce que l'adversaire était bien en place avec un bloc bas. Donc le rapport de force sur ce match, c'était une équipe qui voulait procéder par contre et qui nous obligeait à jouer en attaque placée. Et en deuxième mi-temps, on a essayé de s'appliquer avec une petite variante pour aller chercher notre attaquant directement. Mais je savais que le salut passait par les couloirs. Il fallait gagner les duels offensifs dans les couloirs et finir sur des centres. On l'a fait, ils ont marqué contre leur camp. C'est le risque quand on est en bloc bas. Bon, tant mieux pour nous. Sénégal-Mali, ce sera bien sûr pour dimanche. En Europe, l'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire visant Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid est suspecté d'avoir délibérément cherché à obtenir un carton jaune hier contre l'Ajax à Amsterdam en zone mixte. Après le match remporté par le Real Madrid, Sergio Ramos aurait laissé entendre qu'il avait agi de manière volontaire pour être suspendu pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions plutôt que de risquer de l'être en quart. Il encourt tout de même une sanction plus lourde si l'UEFA estime qu'il a délibérément cherché à obtenir ce carton jaune. Les règlements disciplinaires prévoient une suspension de 2 matchs si le joueur s'est manifestement fait sanctionner d'un carton jaune ou d'un carton rouge. En athlétisme, Caster Semenya l'a encore répété, elle est une femme en prévision d'une audience attendue où l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme, s'apprêterait à la considérer comme un mal biologique, selon les termes bien sûr de cette instance. Le TAS doit examiner la semaine prochaine un recours de la double championne olympique sud-africaine du 800 mètres contre des règles controversées imposées par l'IAF aux athlètes féminines qui produisent naturellement beaucoup de testostérone. Le quotidien britannique The Times a affirmé hier que l'IAF allait plaider devant le TAS que la championne de 28 ans est un mal biologique. La Fédération internationale a démenti ces informations. C'est tout donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Nous sommes le 14 février. C'est aussi le jour de la Saint-Valentin, un jour où beaucoup de femmes reçoivent des roses naturelles qui, hélas, peuvent très vite perdre de leur fraîcheur. Aux Philippines, 2 femmes ont trouvé une astuce permettant d'aider les Philippins à trouver une alternative plus abordable et plus durable que les roses fraîches. Pour cela, rien de mieux que des fleurs en papier origami. Et puis, en rapport toujours avec la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'allais dire, voilà, on va donc dire au Mexique, il y a eu quelques jours des gens qui ont distribué, une association qui a donc distribué 100 000 préservatifs aux usagers de métro et aux passants des 4 coins de la ville. La campagne a été organisée en prélude à la fête de l'amour par le Aid Healthcare Foundation basée à Los Angeles. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de la Saint-Valentin à toutes et à tous.